Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 28 novembre 2024, épisode 107. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, un hommage à Jean-Jacques Latour, brutale disparition du référent de cybermalveillance.gouv.fr, un acteur majeur de la cybersécurité française. Fichiers sensibles exposés, plus de 600 000 fichiers critiques rendus accessibles publiquement par une faille de sécurité sur un bucket AWS. BootKitty, un malware innovant, découverte du premier malware conçu spécifiquement pour macOS avec la capacité de résider dans le micrologiciel. Démantèlement d'IPTV illégal, Europol met fin à un réseau de services IPTV de streaming à travers l'Europe. Opération Interpol contre la cybercriminalité. Arrestation de 1006 suspects dans une vaste opération mondiale. Mise à jour critique de GitLab. Détail de la dernière mise à jour corrigeant des vulnérabilités importantes. Vulnérabilité dans Splunk. Analyse des CVE corrigés dans les dernières versions PSC et MLTK de Splunk. Et enfin, extorsion liée à Snowflake, un soldat américain potentiellement impliqué dans un cyberchantage. Pour commencer cette revue d'actualité, je veux rendre hommage à monsieur Jean-Jacques Latour, directeur de l'expertise de cybermalveillance.gouv.fr, qui est décédé brutalement, laissant un vide profond dans le domaine de la cybersécurité en France. J'ai personnellement rencontré Jean-Jacques Latour lors de ma prise de fonction dans un environnement compliqué, et il m'a accompagné comme un grand frère sur le chemin de la réponse à incident. Il était officier supérieur de l'armée de terre, il a été détaché à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de 2012 à 2021, où il a occupé divers postes d'expertise. Depuis 2017, il dirigeait l'expertise cybersécurité au sein de cybermalveillance.gouv.fr. Son engagement et son expertise ont été salués par ses pairs. Adieu mon ami. En novembre 2024, des informations ont été révélées sur l'arrestation de 2 individus impliqués dans des cyberattaques ciblant les clients de Snowflake, une entreprise de stockage de données dans le cloud. Un troisième suspect, connu sous le nom de Cyberphantom, met en liberté, reste et continue ses activités malveillantes. Une analyse approfondie de ses communications suggère qu'il pourrait être un soldat de l'armée américaine stationné en Corée du Sud. La méthodologie des attaques est classique et efficace. Les attaquants ont exploité des identifiants compromis pour accéder aux comptes de Snowflake et des diverses entreprises. Ces identifiants avaient été précédemment exfiltrés via des malwares du type InfoStealer. Ce qui est frappant, c'est que les comptes compromis manquaient souvent de mesures de sécurité supplémentaires telles que l'authentification multifactorielle, le MFA, facilitant ainsi l'accès non autorisé. Brian Krebs, notre journaliste favori, met en avant les outils et techniques spécifiquement utilisés. Donc, malware du type InfoStealer, pour rappel, ce sont des logiciels malveillants qui sont conçus pour collecter discrètement des informations sensibles, notamment les identifiants de connexion à partir de systèmes compromis. Et un botnet qui se basait sur l'IoT, le suspect, Cyberphantom, a été impliqué dans la vente de code source de Shibot, un botnet DDoS personnalisé basé sur le malware Mirai, ciblant les dispositifs IoT vulnérables pour mener des attaques par déni de services distribués. Les impacts observés ou potentiels sont loin d'être neutres. Les intrusions ont entraîné le vol de données sensibles appartenant à des entreprises majeures telles que AT&T, et en juillet 2024, AT&T avait révélé que des cybercriminels avaient dérobé des informations personnelles ainsi que des enregistrements d'appels et de messages textes, nos fameux SMS, qui concernent environ 110 millions de personnes. Oui, vous avez bien entendu, 110 millions de personnes. Ces violations ont exposé des informations sensibles, augmentant le risque de fraude, d'usurpation d'identité et d'autres activités malveillantes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que tous nos SMS, ils sont stockés par les opérateurs. Dans le cas d'AT&T du moins. Donc les acteurs qui ont été impliqués et identifiants sont Alexander Mouchka, alias Judish ou Waifu, arrêté au Canada le 30 octobre 2024. Il est accusé d'avoir orchestré les attaques en accédant illégalement au compte de Snowflake et en volant les données sensibles. John Erin Beans, un Américain actuellement incarcéré en Turquie, également impliqué dans les attaques, et notre ami Cyberphantom, toujours en liberté, et il est le responsable de la vente des données volées et la poursuite des activités malveillantes. Ce qui est très intéressant, c'est que sur cette investigation, c'est qu'on reste sur 5 étapes classiques mais terriblement efficaces. La première, c'est la collecte d'identifiants. On utilise des InfoStealers pour obtenir les identifiants de connexion à des comptes Snowflake. La deuxième, des accès non autorisés. Connexion au compte compromis, on profite de l'absence d'authentification multifactorielle. La troisième, on exfiltre les données. La quatrième, l'extorsion. On vous menace que si vous ne payez pas, ça va mal se passer. Et la cinquième, c'est la vente de données en cas de non-paiement. Alors, je suis beaucoup plus prudent par rapport à Brian Krebs, c'est que le cybercriminel,
c'est pas quelqu'un d'honnête. Vous allez payer la rançon, mais il a comme une copie, et si ces données ont une valeur, il la revendra quoi qu'il arrive. Donc c'est une très belle investigation de Brian Krebs. C'est à lire, c'est en anglais, mais ça fait toujours plaisir. En octobre 2024, un chercheur en sécurité, Jeremiah Fowler, avait découvert une base de données non protégée par mot de passe appartenant à SL Data Services, un courtier en données. Cette base de données, hébergée sur un bucket Amazon S3, contenait 644 869 fichiers PDF, totalisant 1613 gigas. Les documents, principalement étiquetés, c'était des background checks. Alors il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, on fait ce qu'on appelle une vérification des antécédents. Les documents comprenaient des informations personnelles détaillées telles que des noms complets, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des antécédents professionnels, des membres de la famille, comptes de réseaux sociaux et historiques criminels. Certains fichiers révélaient des condamnations pour conduite sexuelle abusive, incluant des détails sur les affaires, les amendes et les dates correspondantes. L'absence de protection par mot de passe et de chiffrement sur ce bucket S3 a exposé ces données sensibles avec des risques significatifs. Alors, les risques identifiés sont que toutes ces informations peuvent être exploitées pour des attaques de spear phishing extrêmement bien ciblées ou des tentatives d'ingénierie sociale en raison de la richesse des détails personnels disponibles. Bien que certaines informations, comme les dossiers judiciaires et le statut de délinquant sexuel, soient généralement publics aux États-Unis, la compilation de ces données avec d'autres points d'information crée des profils complets, augmentant le potentiel d'utilisation malveillante. Mais où ça devient vraiment intéressant, c'est la réponse de l'entreprise. Malgré des tentatives répétées de Fowler pour alerter SL Data Services sur ces expositions, l'entreprise a initialement répondu en affirmant l'utilisation de protocoles de sécurité tels que le chiffrement 128 bits et les certificats SSL sans aborder directement la vulnérabilité spécifique du bucket S3 non sécurisé. Bref, ils avaient un ciseau en carton, il a fait de la com avec ses pieds et il ose dire vous avez un cadenas sur le navigateur, on peut pas voir le contenu du fichier. Ça craint. Donc cette situation, elle souligne vraiment l'importance cruciale des configurations techniques appropriées et dans le cas présent, elle est non appropriée. Merci à The Register pour l'info. C'est à lire, c'est à prendre en considération. Quand on se fait prendre la main dans le pot de confiture, il faut être transparent, il ne faut pas raconter une belle histoire. Une opération coordonnée par Europol et Eurojust a conduit au démantèlement d'un réseau illégal de fournisseurs de services IPTV, opérant à travers l'Europe. Cette initiative a impliqué les forces de l'ordre de plusieurs pays, notamment l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Roumanie et la Croatie. Les individus impliqués dans ce réseau utilisaient des techniques sophistiquées pour capter et redistribuer illégalement des contenus protégés par des droits d'auteur. Ils interceptaient les flux vidéo légitimes de diffuseurs officiels en contournant les mesures de protection puis les rediffusaient à leurs abonnés via des serveurs dédiés. Cette redistribution s'effectue en utilisant des protocoles de streaming tels que le RTMP, ce qu'on appelle le Real Time Messaging Protocol, ou le HLS, HTTP Live Streaming. Pour faciliter ces opérations, les pirates employaient des logiciels de gestion de contenu et des panneaux de contrôle dédiés à l'IPTV, permettant la gestion des abonnés, la facturation et la distribution des flux. Des infrastructures complexes comprenaient des serveurs dédiés dans divers pays. Ils étaient mis en place pour assurer la disponibilité et la résilience du service illégal. L'impact de ce réseau était significatif. Ils avaient quand même 22 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est-à-dire qu'il y avait 22 millions de clients sur ces plateformes illégitimes. Et on estime à peu près, au niveau des revenus qui ont été engendrés, à 250 millions d'euros par mois. 250 millions d'euros net de charges, net d'impôts. Le manque à gagner pour les tendeurs de droits d'auteur est évalué lui à plus de 10 milliards d'euros. Les contenus piratés comprenaient plus de 2500 chaînes de télévision, y compris des chaînes sportives, ainsi que des films et séries provenant des services à la demande tels que Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount et Disney+. La bonne nouvelle est que cette opération a permis l'arrestation de 11 individus en Croatie et la réalisation de plus de 100 perquisitions, principalement en Italie. Les autorités ont saisi l'équivalent de 1,6 million d'euros en crypto-monnaie, 40 000 euros en espèces et au moins 29 serveurs et environ 270 équipements liés à l'IPTV. Voilà, il y a un truc moi qui m'a choqué énormément à la lecture de l'article, c'est qu'ils font 250 millions d'euros par mois, puis on n'en récupère que 1,6. Il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. De plus, ça veut dire qu'ils ont fait tomber le premier niveau, mais les têtes de réseau, ceux qui ont brassé l'argent, qui vont le blanchir, etc., eux, ils sont pas tombés. De plus, une centaine de domaines Internet ont été fermés et plus de 560 revendeurs ont été identifiés. Les investigations ont également révélé de l'utilisation de services de messagerie chiffrés pour les communications internes et de fausses identités
pour l'enregistrement de numéros de téléphone, de cartes de crédit, de location de serveurs et d'abonnement à des chaînes de télévision. Une fois de plus, cette opération souligne l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité et le piratage de contenus protégés par des droits d'auteur. Les autorités continuent de surveiller et de cibler les infrastructures illégales qui facilitent la distribution non autorisée de contenus numériques. Mais il devrait faire aussi un prix plus abordable, quand on voit combien ça coûte de suivre le foot à la télé. En tout cas, bravo aux forces de l'ordre. Entre septembre et octobre 2024, une opération conjointe d'Interpol et d'Afripol, nommée Serré-en-Gentil, a été menée pour lutter contre diverses cybermenaces en Afrique. Cette initiative a impliqué les forces de l'ordre de 19 pays africains, ciblant spécifiquement les activités liées au ransomware, aux compromissions de courriers professionnels, ce qu'on appelle les Business Email Compromise, les BEC, à l'extorsion numérique et aux escroqueries en ligne. Ces menaces avaient été identifiées comme prédominantes dans le rapport d'évaluation des cybermenaces en Afrique 2024. Au cours de l'opération, les autorités ont arrêté 1006 individus et démantelé, accrochez-vous bien, 134 089 infrastructures et réseaux malveillants. Les investigations ont permis d'identifier plus de 35 000 victimes avec des pertes financières estimées à près de 193 millions de dollars. Je me demande pourquoi je vais travailler, moi. Les informations recueillies ont conduit à la production de 65 rapports d'analyse forensique orientant les actions sur le terrain vers les acteurs les plus significatifs. La collaboration avec des partenaires du secteur privé, notamment des fournisseurs de services Internet, a été cruciale. Ces entités ont partagé des renseignements soutenus des analyses et contribué à la perturbation des activités criminelles. Elles ont également offert une assistance sur site et à distance pour corriger les vulnérabilités et sécuriser les infrastructures critiques des pays participants. Il faut savoir que dans les entreprises civiles qui ont participé à cette opération, vous allez retrouver des acteurs comme Groupe IB, Kaspersky, Symbru, des gens qui ont un niveau et une expertise qui est reconnue au niveau de la réponse à incident, ainsi que sur les investigations numériques. Je suis pas surpris quand j'ai lu le rapport, c'est à lire. Bravo, il n'y a rien à dire. Ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que cette opération a également révélé l'utilisation de protocoles chiffrés pour masquer les communications malveillantes. Des outils tels que des kits d'exploitation, des chevaux de Troie d'accès à distance tels que des rats ont été employés pour compromettre les systèmes et exfiltrer des données sensibles. Bravo à tous ces gens-là. GitLab a corrigé plusieurs vulnérabilités de sécurité sur ses produits. La première vulnérabilité, c'est une escalade de privilèges via les jetons LFS qui permettrait à un attaquant disposant d'un jeton d'accès personnel, ce qu'on appelle un Personal Access Token ou un PAT, d'un utilisateur de réaliser une escalade de privilèges. Cette vulnérabilité est identifiée comme la CVE 2024-8114 et elle présente un score CVSS de 8.2. Ça commence à être la limite de la critique. La deuxième, le déni de service via un fichier cargo.toml malveillant. L'attaquant pouvait provoquer une consommation excessive de ressources en soumettant un fichier cargo.toml spécialement conçu. Cette vulnérabilité est identifiée comme la CVE 2024-8237. Par contre, elle a un score CVSS de 6.5. La troisième, c'est un accès non intentionnel aux données d'utilisation via des jetés à portée limitée. C'est un accès non intentionnel aux données d'utilisation via des jetons à portée limitée permettant à certains points de terminaison API de potentiellement exposer des données sensibles en raison d'une application trop large des portées des jetons. Cette vulnérabilité, identifiée sous la CVE 2024 11669, présente un score CVSS de 6.5. Un déni de service via l'intégration du registre Arbor, donc c'est la CVE 2024 8177, exploitation des API. Alors celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est hyper sympa parce qu'elle va permettre une exploitation via les API des test reports pour l'épuisement des ressources du système en effectuant des appels répétés à l'API, entraînant un déni de service. C'est terrible parce qu'il suffit de faire des appels de façon régulière et intense. Vous n'allez pas déclencher ce qu'on appelle les systèmes anti-DDoS parce que c'est pas du réseau. C'est juste de l'exploitation. Vous allez faire cramer le back-end du truc. Et enfin, la dernière, c'est la non-invalidation des jetons après révocation sur les points de terminaison de streaming. C'est la CVE 2024 8192 avec un petit score CVSS de 6. Bon, alors on va faire simple. Vous avez du GitLab en interne, vous patchez. Le 26 novembre 2024, Splunk a publié 2 avis de sécurité identifiés par les références SVD 2024-1101 et SVD 2024-1102, qui concernent des vulnérabilités dans les packages tiers utilisant respectivement par le Python for Scientific Computing, le PSC, et le Machine Learning Toolkit, le MLTK. Le premier avis, le 2024-1101, signale une correction de vulnérabilité dans les packages tiers intégrés à PSC, notamment OpenSSL.
La version d'OpenSSL a été mise à jour vers la 3.3.2 pour remédier à la vulnérabilité identifiée par la CVE 2024-5535. Classée avec une sévérité low, alors que le second avis est beaucoup plus tendu, c'est l'avis SVD 2024-1102 qui concerne les vulnérabilités suivantes dans les packages tiers utilisés par le MLTK. Donc ça touche Dump Purify, Post CSS, iCharts. La solution elle est simple. Il est recommandé de mettre à jour vers la version 3.2.2 ou 4.2.2. Pour MLTK, il y a une mise à jour qui existe de la version 5.5 et une version ultérieure est préconisée. Ces mises à jour visent à renforcer la sécurité des environnements utilisant PSC et MLTK en corrigeant ces vulnérabilités identifiées dans des composants tiers critiques. On suit les recommandations de Splunk, ça va bien se passer, ça se fait tranquillement. Il n'y a pas encore d'exploitation, c'est ça qu'il faut quand même savoir, mais il y a un risque fort. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du jeudi 28 novembre touche à sa fin. Il est tard, je suis vraiment désolé, j'avais prévu de le sortir ce matin, mais j'ai eu plein de dossiers à traiter. Il est 21h44. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je le publie avant minuit. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et je rejoins ce que m'a dit un abonné. C'était juste la petite private jokes. Il nous a dit qu'il manquait dans le Petit Robert qui a sorti sa nouvelle édition. On ne parle pas de Radio Cesseur. Je confirme, on n'a pas encore atteint ce niveau de maturité. Au revoir.